J'ai 75 ans et j'ai 237 000 € en banque. C'est un chiffre précis, celui que mon notaire m'a confirmé la semaine dernière en sirotant un café trop chaud dans mon salon sur la rue Thiers. 237 000 € exactement. Pendant 53 ans, je les ai accumulés sou par sou, franc par franc, comme une prison que je me construisais patiemment, jour après jour, semaine après semaine. En tant qu'institutrice à Villefranche-sur-Saône pendant 30 ans, puis à la mercerie après la retraite. Chaque franc économisé, chaque euro conservé précieusement, c'était pour eux, pour mes 3 enfants, pour laisser quelque chose de solide, quelque chose qui survivrait après moi quand je ne serai plus là. C'est ce qu'on nous enseigne en France depuis l'enfance, que la richesse, c'est le patrimoine qu'on transmet de génération en génération, que notre vie a du sens profond quand elle remplit les poches de ceux qu'on aime, que le vrai amour maternel se mesure à ce qu'on laisse derrière soi. Mais j'ai compris quelque chose de terrible récemment. L'amour de mes enfants avait un prix exact, et il était exactement égal à celui de mon carnet d'épargne. Pas un sou de plus, pas un sou de moins. Vous pensez que c'est une histoire triste qui finit mal? Peut-être. Mais avant que la vie ne s'en aille doucement, je veux vous parler de quelque chose, de cette chose rare qu'on appelle la vérité. Restez avec moi, s'il vous plaît. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Laissez-moi un commentaire dans les réponses. C'est tout ce que je demande du monde maintenant. Votre présence, votre écoute. Je me souviens de tout avec une clarté douloureuse qui ne m'abandonne jamais. Chaque dimanche à 13h précises, ils arrivaient à la porte de mon appartement. Mes 3 enfants. Jean-Luc, l'aîné, toujours pressé, les yeux qui regardaient déjà vers ailleurs. Marlène, la cadette, qui avait épousé un homme d'affaires riche à Villeurbanne. Et Thierry, le Benjamin. Je préparais le repas depuis le matin. Un gigot d'agneau rosé avec de la menthe fraîche, ou un poulet rôti avec des patates tordues à l'ancienne, cuites longuement dans le jus de viande. L'odeur remplissait complètement l'appartement de la rue Thiers dès midi. Cette odeur particulière de vie qui dit que quelqu'un vous attend, que vous importez, que votre présence justifie un effort. Dans la cuisine, je regardais les portions se former sur les assiettes. J'en donnais plus à Jean-Luc parce qu'il était costaud et travaillait dur. Plus à Marlène parce qu'elle se plaignait d'être fatiguée. Plus à Thierry parce qu'il vivait seul et je me faisais du souci pour lui. Pour moi, il restait le morceau sec, le reste du plat. Je n'avais jamais pensé que c'était une question, une inégalité. C'était simplement l'ordre naturel des choses. C'est ainsi qu'une mère est enseignée à se comporter. Une mère nourrit les autres d'abord, toujours. Mon mari René, il est mort en 99. Un infarctus soudain en rentrant du marché un samedi après-midi. Il tenait une baguette fraîche dans une main et un bouquet de mimosas jaunes pour mon anniversaire
dans l'autre. Il n'a pas vu ses petits-enfants terminer le lycée. Après sa mort, les repas du dimanche se sont transformés immédiatement. C'est devenu ma justification unique, ma raison d'être chaque jour. Un rituel sacré qu'aucune maladie, aucune fatigue ne pouvait arrêter. J'avais épargné avec René pendant 42 ans de mariage. Mais après sa mort, j'ai commencé à thésauriser avec une obsession nouvelle, à économiser chaque euro avec la discipline d'une femme qui avait compris qu'elle était seule maintenant. Une part fixe du salaire allait à la banque chaque mois. Les cadeaux d'anniversaire de mes enfants, je les plaçais plutôt que de les dépenser. Si j'avais reçu un héritage, c'était immédiatement dans le carnet d'épargne. La petite maison de vigne de René, près de Romanèche-Thorin, avec ses terrasses sur les vallées bleues, je l'ai gardée précieusement. Je l'aurais donnée sans hésiter si j'avais cru que cela changerait quelque chose. J'aurais tout donné pour eux. Pendant des années longues, tout le monde autour de moi m'a dit que j'avais raison de sacrifier ainsi. Les voisines du quartier disaient autour du comptoir de la boulangerie « Tu fais bien, Monique, c'est important la succession. Tes enfants auront du confort quand tu seras partie. » Le notaire, maître de Vos, venait boire un café chez moi 2 fois par an régulièrement. Il parlait des lois de l'héritage en France, de l'égalité absolue entre les enfants, de la réserve héréditaire et ses complications. Je mettais à jour mon testament tous les 2 ou 3 ans avec application, comme si cela pouvait changer quelque chose à ma vie actuelle. Au début, il semblait m'aimer, vraiment, sincèrement. Il m'appelait pendant la semaine pour prendre des nouvelles, juste un coup de téléphone. Jean-Luc m'avait dit que je devrais envisager d'aller vivre à Villeurbanne, près de lui, dans un appartement plus petit et plus adapté à mon âge. Il avait envoyé quelqu'un pour évaluer précisément mon logement. Un jeune homme avec un bloc-notes qui regardait partout. Villefranche, c'est trop loin de tout, disait Jean-Luc. Tu sauras mieux où nous sommes avec nous. Pendant longtemps, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était par amour, que ces regards anxieux, ces questions précises sur le chauffage et l'électricité, c'était une tendresse déguisée. J'ai cru à tout cela pendant 15 ans. C'est en janvier que tout a changé irrémédiablement. Un dimanche ordinaire, un dimanche comme tant d'autres avant celui-ci. Je venais de servir une blanquette de veau avec des oignons que j'avais mijotés pendant 3 heures. Thierry avait trop bu du vin rouge à midi. Il était devenu bavard, ses défenses baissées par l'alcool. Jean-Luc et lui discutaient à voix basse dans le salon, complètement oublieux que je nettoyais juste à côté, dans la cuisine, en rangeant les verres. « Ouais, mais tu as vu les prix immobiliers à Lyon en ce moment ?» disait Thierry, la voix légèrement pâteuse. « L'appart de maman, on dit que c'est au minimum 400 000, peut-être plus maintenant. Rue Thiers, c'est un bon quartier, tu sais. » Et Jean-Luc, qui répondait avec ce calme glacial de quelqu'un qui a déjà calculé tout cela des dizaines de fois dans sa tête, « Ouais, plus l'argent de côté,
plus la petite maison près de Romanèche, c'est quand même pas mal. Pas mal. Ma vie entière résumée. Mes efforts de 53 ans. Pas mal. Comme une transaction immobilière ordinaire, comme le rendement d'un portefeuille. Je n'ai rien dit. J'ai continué à essuyer les verres. Je les ai vus partir. Je suis restée seule. Chaque objet autour de moi s'était vidé de sens. La table, les chaises, le service en Limoges que j'avais économisé 3 ans. Rien qu'une valeur économique. Les semaines qui ont suivi, j'ai écouté attentivement chaque parole. Marlène a mentionné innocemment que si je vendais la maison de vigne, cela ferait un joli complément pour ma retraite. Jean-Luc a parlé sérieusement de maison de retraite, de résidence senior, des termes sourds et gris qui voulaient dire attendre tranquillement la mort, loin de tout. Thierry s'arrêtait régulièrement avant le café du dimanche. Il y a quelque chose de profondément déplaisant, d'existentiellement douloureux, quand on réalise enfin que quelqu'un compte les heures qui passent avant de pouvoir s'échapper. Un jour, Jean-Luc a appelé. Il voulait parler de la succession, de préparer l'après, comme si j'étais déjà partie. Un appel pour vérifier si j'étais assez en bonne santé pour mourir. Vers l'automne, après un an entier de cette réalité nouvelle qui s'enfonçait en moi lentement comme un couteau, j'ai pris ma décision. Je n'ai pas eu un moment dramatique avec beaucoup de larmes, pas de crise nerveuse spectaculaire, juste une question posée doucement à moi-même, une question qui m'a réveillée du sommeil profond. Et moi, qu'est-ce que je veux? Qui suis-je en dehors de ce que je laisse à d'autres? Je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai pris un café lent, pas le café rapide du matin, mais un vrai café, avec un morceau de sucre qui dansait dedans. Et j'ai écrit une liste avec ma main qui tremblait un peu. Une liste de tout ce que j'avais voulu faire, mais remise à plus tard, constamment remise à plus tard, parce qu'il fallait économiser pour eux. J'ai appelé une agence de voyage le lendemain. Ma main tremblait en composant le numéro. Je suis allée en Bretagne pour la première fois de ma vie adulte, à Douarnenez, pas à Dinard qui était trop chic et trop peuplé. Dans un petit hôtel avec des murs roses et une vue sur le port de pêche. J'ai mangé des huîtres, des vraies huîtres fraîches, en grande quantité, seule à une table. Je me suis assise sur le quai chaque matin avant le petit déjeuner. J'ai regardé les bateaux partir vers l'horizon sans moi. J'ai marché sans destination précise, juste pour marcher. Le vent salé frappait mon visage et je sentais enfin que mon corps existait. C'était merveilleux, terriblement merveilleux. Quand je suis rentrée, j'ai rénové la cuisine. Carrelage neuf, marbre, crédence en verre peint. Le carrelier a dit que c'était dommage. Je lui ai répondu que c'était justement le point, que j'en avais marre de construire pour les autres. J'ai aussi commencé à donner. À Madame Bertrand, ma voisine, 500 € pour des chaussures, le loyer quand son mari a perdu son travail. Elle pleurait. Pas les larmes de quelqu'un qui compte,
des larmes vraies de gratitude, tellement différents. Je me suis inscrite à un cours de peinture à 75 ans. Le jeudi matin avec d'autres femmes, nous peignons mal, nous rions, vraiment rions, pas ce rire forcé des dimanches. Une professeure disait que l'important était d'essayer, que remplir une toile blanche, c'était un acte de courage. J'ai donné ma vigne. Un homme cherchait de la terre pour planter des fleurs sauvages pour les abeilles. Je lui ai dit qu'il pouvait l'avoir gratuitement. Il a demandé 10 fois si j'étais sûre. Il a planté des coquelicots, des bleuets, des marguerites. Quand je suis allée voir, je me suis assise dedans et j'ai fermé les yeux. C'était beau. Personne ne le savait, personne ne saurait jamais, et cela m'était égal. C'était magnifique de cette façon. Les repas du dimanche ont continué, bien sûr, avec la même table, le même rituel, mais j'avais changé de manière fondamentale. Je ne servais plus les plus grandes portions à Jean-Luc. Je me servais généreusement, presque agressivement. Et j'ai commencé à annoncer calmement ce que j'avais dépensé ces derniers mois. Les vacances en Bretagne, la rénovation complète de la cuisine, le fait que j'aidais une voisine économiquement, que je peignais le jeudi matin avec d'autres femmes, que j'avais donné ma vigne à un homme du village. Jean-Luc a pâli, vraiment pâli. Il a demandé combien. Je ne lui ai pas dit un chiffre exact. J'ai dit que c'était ma vie et mon argent, et que j'en avais envie. Il y a eu un silence, pas de tendresse, de la déception, des calculs qui ne fonctionnaient plus. Marlène a dit que j'étais égoïste, que penser à moi, c'était trahir ma responsabilité de mère. Thierry a bu son vin en silence. Il a dit qu'il comprenait, mais ses yeux calculaient encore. Après cela, Jean-Luc n'a pas beaucoup appelé. Les repas se sont espacés, 3 mois sans le voir. Marlène appelle pour vérifier que je vais bien. Elle demande comment je vais. Ses questions sonnent comme un inventaire. Elle demande si j'ai pensé à ma succession. Vous savez ce que j'ai découvert pendant cette période, cette transformation tranquille? C'est que le silence que je remplissais constamment avec mon sacrifice, mon épargne forcée, mon abnégation, était déjà là bien avant. Ce n'était pas l'absence d'amour exprimé, c'était simplement l'absence totale d'amour, un amour purement transactionnel qui ne fonctionnait que quand les transactions continuaient. Dès que j'ai arrêté de payer le prix, dès que j'ai arrêté de compter l'argent comme une mère qui compte ses enfants, l'amour s'est évaporé, complètement, immédiatement, comme s'il n'avait jamais existé du tout. Ce que j'ai trouvé aussi pendant cette même période, c'est quelque chose de plus grand, quelque chose qui me surprend tous les jours, une paix véritable de l'honnêteté, d'avoir enfin dit la vérité à ma propre vie, que je suis une femme entière, pas une machine à économiser, pas un portefeuille, que j'existe pour moi-même, pas pour ce que je produis, pas pour ce que je laisse à d'autres. Les mères qui voient leurs enfants partir sans véritable amour ne sont pas rares.
Nous ne parlons juste pas de cela. Nous gardons ce secret pour nos cafés du matin, solitaires dans notre cuisine vide, pour les regards échangés brièvement à la boulangerie avec d'autres femmes du même âge, du même silence, pour les silences longs des après-midi, pour les rues qu'on traverse où personne ne nous salue. Mais quelquefois, une mère trouve la force quelquefois brisante d'arrêter enfin de remplir les poches de ceux qui l'ont vidé le cœur depuis longtemps. C'est rare, très rare, mais c'est possible. Je m'en suis la preuve. Je ne vais pas vous dire que je suis heureuse. Ce n'est pas le message. Je ne vais pas vous faire croire que tout s'arrange à la fin. Je suis toujours seule, toujours sans l'amour que j'ai cru avoir. Mais je suis vivante, réellement vivante, pour la première fois peut-être, et cela me suffit. Cela doit me suffire, cela suffit.